le Japon. Un pays fascinant, mais souvent résumé à ses clichés. Manga, sushi, geisha. Mais derrière ces images stéréotypées se cache une réalité bien plus sombre. Une société aux multiples facettes, où tradition et modernité se confrontent et où ombre et lumière se confondent. La France est aujourd'hui, avec la Corée du Sud, le plus important marché d'exportation du manga. Partant de rien, le manga a conquis en seulement 15 ans 38% du marché de la bande dessinée en hexagone. L'image du Japon, comme une puissance économique sans visage, a été remplacée par celle d'un pays qui produit et exporte massivement des cultures dites cool, kawaii, sous la forme de jeux vidéo, manga, make-up, lifestyle, et j'en passe. Ce succès du manga à l'international peut intriguer, dans la mesure où ce produit s'enracine dans un contexte culturel et historique extrêmement spécifique. Ainsi, il peut être intéressant de se demander comment le Japon a transformé son image et comment le kawaii, par le biais de la pop culture, est devenu une arme culturelle redoutable permettant d'occulter les cicatrices du passé. Bienvenue dans le premier épisode de Tu savais que, la face cachée du Japon. Le manga, cheval de Troie japonais. Il est sans doute bon de rappeler ce qu'est le soft power, ou puissance douce. Imaginé par le professeur américain Joseph Nye en 1990, il se rapporte à la capacité d'un acteur politique à favoriser l'image d'un État et sa réputation à l'international. En gros, il faut imaginer le monde comme une énorme cafétéria de lycéens, où chaque pays essaye de devenir populaire. C'est exactement ça, le soft power, la réputation que va pouvoir donner un pays au reste du monde. Pour le Japon, la notion de soft power remonte à un article de Douglas McGray en 2002. Dans ce papier, l'auteur explique comment le Japon est passé d'une superpuissance pacifiste à une superpuissance culturelle. En effet, le Japon possède ce paradoxe d'être à la fois rayonnant dans le monde sans avoir ni d'armée ni d'influence politique, donc de hard power. Pour reprendre l'exemple de la cafétéria et de la popularité, etc., il faut imaginer que le soft power, c'est la personne qui est populaire et tout parce qu'elle est stylée, parce qu'elle est sympa, etc., en tout cas l'image qu'elle se donne, et le hard power, c'est la personne qui va faire peur au vu de tout ce qu'elle détient. Ça va être un peu la brute qui il a fait de la MMA, Belek. C'est un peu ça le hard power. Par exemple, du coup, la Russie, la Corée du Sud ou encore les États-Unis. L'application de cette idée se fait à partir d'une politique que le gouvernement appellera Cool Japan. C'est un soft power qui, à l'instar, au même titre que les États-Unis, utilise les industries créatives comme fer de lance. Au lieu d'utiliser des AK-47 ou des bombes nucléaires comme armes d'influence, le soft power se base sur l'art, sur les industries créatives. Donc que ce soit la musique, le cinéma, le dessin, l'art, etc. Les États-Unis est un réel exemple de l'accomplissement du soft power. Donc les États-Unis, on a une très bonne image de ce pays, de par les films de notre enfance, de la musique, qui donne vraiment ce côté stylé aux États-Unis, quoi. On se dit waouh, moi aussi je veux y aller. Parce qu'ils s'habillent bien, parce qu'ils sont stylés, parce qu'ils sont ouverts d'esprit, parce qu'ils sont gentils, parce qu'il y a le dream américain et que n'importe qui va là-bas peut réussir sa vie. Bref, ça c'est vraiment le soft power. Jason the quarterback, Jessica the cheerleaders, il nous a par exemple donné à nous Européens l'envie d'être une cheerleader, en tout cas moi personnellement. Le Japon est l'un des premiers pays à avoir compris l'intérêt du soft power. En effet, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Japon n'a plus le droit d'avoir d'armée offensive. Ainsi, dans une mondialisation où le pouvoir militaire décline et où le soft power augmente, le Cool Japan a été le choix pour entrer dans un nouveau siècle et se construire un nouveau visage adapté à son temps et économiquement concurrentiel. Les raisons du succès. Le Japon a d'abord exercé ce qu'on appelle un dumping commercial.
En commerce international, le dumping est la vente dans un autre pays à un prix inférieur à celui pratiqué dans le pays d'origine de l'entreprise. En gros, imagine que tu veux dominer le marché des limonades dans un quartier voisin. Tu vas aller dans ce marché et tu vas vendre tes limonades vraiment pas chères, voire même moins cher que ça te coûte. Et c'est ça, t'auras fait du dumping commercial. C'est vraiment vendre dans un autre pays à des prix très bas, donc plus attractifs pour capter plus de clients. C'est exactement ce que va faire AliExpress, Chine, Temu, etc. Parce que bon, entre limonade à 1 euro et limonade à 1 centime, donc le choix il est fait. Face à la BD française et aux comics, le premier atout du manga va donc d'être un produit industriel de masse. En 2019, il a été publié 2,3 milliards de mangas, livres et magazines confondus, contre environ 45 millions pour la BD française et 135 millions pour les comics américains. Donc on joue vraiment pas dans la même coup. En plus de ça, le manga est beaucoup moins cher. Le consommateur français peut en avoir jusqu'à 300 pages pour 8 à 9 euros, quand un album de BD de 46 pages peut en valoir plus de 12. Putain, mais c'est le taf, oh! La go est galérée sur une phrase facile comme ça. Oh. Ah, pas ou quoi là? Bref. En outre, son volume de production donne au manga une force de frappe sans égale. Des séries exportées sont assez longues pour fournir un volume tous les 2 mois, et ça durant plusieurs années. L'industrie du manga repose également sur un marketing sophistiqué. Au lieu de viser tout le monde dans le même bloc, les éditeurs de manga segmentent leurs produits précisément afin de répondre au goût de chaque type de lecteur. C'est pour ça qu'on va avoir des mangas comme des shonen, qui sont des mangas d'aventure, d'action, d'exploration, ou encore des shoujo, qui explorent les sentiments, les relations amoureuses, les émotions, ou encore les seinen, qui traitent de sujets plus matures. Cette approche ciblée permet de s'assurer que chaque manga trouve son public idéal. À l'inverse, les producteurs de BD mettent traditionnellement dans le même panier, comme avec jadis l'hebdomadaire Tintin, les 7 à 77 ans. Sous le voile du kawaii. Il est essentiel de rappeler le rôle souvent omis du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Il n'était pas un simple allié des forces de l'Axe aux côtés de l'Allemagne nazie, il a aussi participé à des crimes de guerre horrible. L'unité 731, par exemple, une unité de recherche biologique et chimique, tristement célèbre pour avoir mené des expérimentations inhumaines sur des prisonniers de guerre et des civils, incluant des vivisections sans anesthésie, des tests d'armes biologiques et des expériences sur les effets des maladies infectieuses. Ces actes ont inspiré des récits modernes comme la creepypasta autour du jeu vidéo Pokémon. Moi, c'était vraiment une creepypasta qui m'avait vraiment traumatisée, mais pour ceux qui connaissent pas, c'est dans Pokémon Vert plus précisément. Je pense que vous connaissez Pokémon, en tout cas les jeux vidéo, vous capturez des Pokémon, vous rentrez dans des buissons, bam, il y a un Rattata qui t'attaque. Sauf que dans cette version-là, il y aurait eu un bug, où au lieu que ce soit un Smogogo ou ce que vous voulez qui vous attaque, eh bien en fait c'est un Pokémon qui est buggé, et où t'as des images de l'unité 731 qui apparaît, comme le reste des cadavres, le bâtiment, les expériments, enfin bref, voilà quoi. C'était horrible et ça m'a fait vraiment très peur. Pour changer d'ambiance, parmi ces atrocités figurent également les tragiques histoires des femmes de réconfort. C'est un euphémisme pour parler de ces très jeunes femmes, ces enfants, ces filles, principalement mais pas que, originaires de Corée du Sud et de Chine, qui ont été forcées à l'esclavage sexuel par l'armée impériale japonaise, illustrant d'autres atrocités méconnues du régime japonais de l'époque. Ces sombres chapitres de l'histoire n'ont ni été officiellement avoués, ni évoqués dans l'enseignement scolaire. Ce passé douloureux est encore aujourd'hui un sujet de tension en Asie. Si ça vous intéresse, il y a des films comme Spirit's Homecoming ou encore Song of the Reed qui mettent en lumière ces histoires. Ou encore l'histoire de Kim, disponible sur YouTube, que je vais vous mettre juste ici.
À savoir, pour l'unité 731, ce n'est qu'en 2002 que le Japon a avoué l'existence de cette unité. En 2002. Ça s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, ils sont un peu loin à la détente. Après, c'est vraiment très culturel, à savoir que dans les pays asiatiques en tout cas, c'est beaucoup dans le paraître, dans la façade, de montrer toujours qu'on est parfait. Donc ça peut paraître un peu logique que le Japon ait créé ce truc de mais non, mais c'est pas vrai, ou tout simplement ne rien dire pour ne pas assumer. Petite pause. Comme évoqué un peu plus tôt, après la défaite de 1945, le Japon a été contraint par les forces alliées d'abandonner toute capacité militaire offensive. C'est une mesure qui visait à empêcher toute future agression. En vrai, c'est assez logique, c'est comme si quelqu'un faisait énormément d'accidents de voiture, et bien on lui retire tout simplement son permis et sa voiture, vu que c'est quelqu'un qui est plus propice à faire des accidents, quoi. Voilà. Bah, c'est exactement ce qui a été fait pour le Japon. Dans ce contexte de réinvention nationale, le concept de kawaii a émergé comme un élément clé dans la transformation de l'image internationale du Japon. Né dans les années 1970, le kawaii, littéralement mignon ou adorable, a servi à projeter une image de paix et d'innocence. Des personnages comme Hello Kitty, créé en 1974, incarne cette nouvelle direction, éloignant le pays de son passé militariste. Le kawaii ne s'est donc pas limité à une simple expression de joie et de mignonnerie, il a beaucoup été utilisé pour traiter de sujets plus sombres, plus troublants, de manière plus subtile. Des personnages comme Ebola-chan, qui personnalise le virus Ebola de manière satirique, montrent comment le kawaii peut aussi servir à commenter des sujets sérieux comme la maladie et la mort. De même, Madoka Magica, une série qui déconstruit le genre des Magical Girls, explore les thèmes de la souffrance et du sacrifice à travers une esthétique initialement mignonne qui se révèle être profondément sombre et complexe. J'aime vraiment l'idée que le kawaii qu'on voit souvent comme mignon, innocent, baka, puisse en réalité cacher des côtés bien plus sombres de l'histoire. Ça nous donne vraiment une autre dimension de la perception de la pop culture japonaise, nous montrant comment une société peut choisir de réinventer, réinterpréter, représenter un passé douloureux. De manière similaire, l'histoire de l'art regorge d'exemples où les chocs et les crises ont engendré des mouvements artistiques opposés. Le surréalisme, par exemple, est né en réaction aux horreurs de la Première Guerre mondiale, cherchant à explorer l'inconscient et l'irrationnel comme un moyen de dépasser la réalité brutale. Ainsi, la profondeur cachée du kawaii peut être perçue comme une réponse aux tensions historiques et sociales, offrant un échappatoire esthétique. Car oui, le Japon a réalisé des atrocités souvent oubliées, et qu'il a, selon moi, utilisé le kawaii pour se réinventer une nouvelle image au travers de ce côté très mignon et tout, pour faire oublier tout ce côté n'importe quoi, parce que vraiment les Japonais c'était les nazis de l'Asie. Je vais même vous montrer des TikTok de gens d'origine asiatique qui parlent du fait que on aime les mangas, mais nos ancêtres on se sait. Bref, voilà. Mais qu'il faut aussi penser que c'est la population japonaise qui a avant tout souffert et qu'elle n'est pas dépendante des actions de son État. Donc il y a eu la bombe Hiroshima, il y a eu évidemment l'après-guerre qui a touché des milliers de personnes au travers du monde, car tout le monde a été touché par la Seconde Guerre mondiale de près ou de loin. Donc c'était aussi une manière de se créer une nouvelle réalité, sortir d'une réalité qui ne leur convenait sûrement pas, et c'est ce qu'ils ont fait à travers les mangas et tout ce côté fantasy et même tout ce côté mignon et kawaii pour un peu se redonner du peps dans la vie, quoi. C'est vraiment un sujet que j'affectionne énormément parce que, comme vous pouvez le voir, j'aime beaucoup les choses kawaii, mignonnes, etc. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant d'explorer un peu le fond de l'idée de pourquoi ça a été créé, que c'est pas un hasard et que le Japon a très bien exécuté son soft power. Que maintenant, quand on pense au Japon, on pense aux mignons et au kawaii, que c'est
un pays où tout le monde est gentil, tout le monde est ouvert d'esprit, le monde des bisounours quoi. Et que maintenant, la première image du Japon, quand on pense au Japon, c'est celle-ci. Alors que le Japon est un pays extrêmement froid, conservateur et dur. Donc ça fait un certain paradoxe qui je trouve est vraiment intéressant et qui peut nous faire reconsidérer l'image qu'on peut se faire du kawaii. Pas comme quelque chose de simplement mignon, quelque chose de mignon qui cache autre chose en dessous. Bref, merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche, à partager à vos amis, à votre mère, à votre grand-mère, sur le groupe WhatsApp, bref, à faire tout ce qu'il y a à faire. En tout cas, si vous avez aimé, moi j'ai terminé mon moment, voilà. Et voilà, c'était Louloutique, à bientôt et au revoir. これは日本の隠された顔甘いメロディー乗せて深い闇を旅する破壊と想像の狭間で新しい真実を求め